Ça y est, tu as ton CV, tu as ta lettre de motivation et tu es fin prêt pour l'entretien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 10 erreurs éliminatoires dans un entretien d'embauche. Si tu as cliqué, c'est que sans doute tu as besoin d'un appui sur tes candidatures. Si tu restes jusqu'au bout, je t'offre un cadeau à la fin de cette vidéo pour réussir tes candidatures et te démarquer des autres candidats. Alors, sois bien attentif. Alors, erreur numéro 1. Beaucoup de candidats oublient d'être concis. Alors, vous avez déjà été concis dans la lettre de motivation, déjà été concis dans le CV. Eh bien, de la même manière, dans l'entretien d'embauche, il faut que lorsque vous donniez vos réponses, que vous soyez le plus concis. Lorsqu'on vous pose une question, contentez-vous de répondre à cette question et de ne pas trop aller dans des explications et autres. Pareil lorsque vous présentez votre parcours. En général, un parcours s'explique en 2 ou 5 minutes. Si vous faites une présentation de votre expérience professionnelle en plus de 5 minutes, attention, ça commence à faire beaucoup. Donc la première des choses à retenir, c'est de la même manière qu'un CV ne doit pas être un pavé, une lettre de motivation ne doit pas être trop longue, de la même façon, votre entretien d'embauche, lors de l'entretien d'embauche, contentez-vous d'être le plus concis possible. Si on vous pose la question suivante, pensez-vous être le candidat idéal pour ça, ça, ça? Vous pourriez répondre, eh bien, je suis le candidat idéal pour ça, ça, ça. J'ai été amené lors des diverses missions qui m'ont été proposées de réaliser ça, ça, ça. Et voilà, vous avez répondu à la question. Donc, soyez concis. Erreur suivante, les trois se suivent. Quand je dis les trois, c'est le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche. Les trois ont une suite logique. Dans le CV, le moyen mnémotechnique et l'objectif du CV, c'est de susciter l'envie de vous connaître. C'est un peu comme une carte de visite. Sur la carte de visite, vous avez suffisamment d'éléments pour vous donner envie d'aller découvrir ces produits. La lettre de motivation, son objectif, et c'est aussi un moyen mnémotechnique, c'est susciter l'envie de vous rencontrer. Donc dans cette lettre de motivation, nous allons mettre des éléments qui vont donner plus de détails croustillants pour justement susciter cette envie pour avoir un rendez-vous avec le recruteur, l'employeur. Et l'entretien d'embauche, c'est la suite logique des deux, où vous allez donner vraiment le détail de ce que vous avez réalisé ou de vos compétences professionnelles. Alors laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous êtes commercial. Dans le CV, vous pourriez être amené à marquer développement de chiffre d'affaires. Dans la lettre de motivation, vous parleriez de stratégies que vous avez mises en place qui a permis à l'entreprise de gagner plus de 100 000 € en une année. Et puis, dans l'entretien d'embauche, vous pourriez dire justement expliciter cette stratégie de façon à rentrer dans les détails de ce que vous mettez en place. Donc, voyez-vous, les trois se suivent. Si vous prenez un CV, une lettre de motivation, récupérée sur Internet et que vous la copiez-collez justement, ça va se voir. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas voir cette corrélation. Donc, c'est important que les trois puissent se suivre. Erreur suivante. Ne mentez jamais à un recruteur. Alors, il m'est arrivé de voir des candidats mentir sur leur CV. C'est éliminatoire. Ne mentez jamais sur votre savoir, sur les connaissances que vous avez acquises, sur les formations. Ne surjouez pas votre expérience. Pourquoi? Parce que l'équipe RH est formée et s'ils découvrent votre mensonge, c'est terminé. Ça me rappelle justement une discussion que j'avais récemment avec une RH qui m'expliquait qu'elle était tombée sur un candidat qui avait marqué dans ses centres d'intérêt la lecture. Elle avait parlé justement d'un livre en question. Et manque de peau pour ce candidat, la recruteuse, elle était fan de ce livre. Et lorsqu'il est arrivé en entretien d'embauche, elle a dit justement, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce livre? Est-ce que vous pouvez étayer, détailler pour moi, etc.
Et le candidat s'est vite rendu compte que le candidat n'avait pas lu le livre. Alors, elle s'est fait donc la réflexion suivante, qui est une réflexion humaine. S'il a menti sur le livre, sur quoi d'autre a-t-il encore menti? Et donc du coup, c'est terminé. Il ne peut plus vous faire confiance. Alors, erreur numéro 3, ne mentez pas, ne surjouez pas. Tout ce que vous allez mettre dans votre CV, dans votre lettre de motivation, assurez-vous de pouvoir donner des explications précises et concrètes. Erreur suivante, la tenue. Alors, beaucoup de candidats me posent la question, quelle est la tenue adéquate pour un entretien? Et j'aime bien un peu rigoler par rapport à ça et leur dire, justement, il n'y en a pas. Ça dépend du secteur d'activité où vous postulez. Mais rappelez-vous la phrase suivante, c'est une phrase capitale. Vous n'aurez pas deux fois la possibilité de faire une bonne première impression. Donc, la première impression est primordiale. Le premier contact que vous avez avec votre employeur, c'est l'impression visuelle. Et imaginez, c'est exactement comme un rendez-vous galant. Lorsque vous avez un rendez-vous avec une dame, un monsieur, vous allez choisir votre tenue avec soin, votre parfum avec soin, votre sac, votre chaussure avec soin. Pourquoi? Parce que vous voulez rester dans une sobriété et une décence de façon à être dans une sorte de neutralité. C'est exactement la même chose. Alors, prenons l'exemple du secteur d'activité de la finance. C'est un milieu plutôt sérieux où vous êtes amené à travailler avec des financiers, des banquiers. Un milieu plutôt sérieux où vous avez des rendez-vous avec des clients où des millions d'euros quelquefois se jouent. Donc, le costume est de rigueur et la chemise pour les messieurs. Tandis que les dames, un tailleur et pantalon ainsi que des talons hauts font office de sérieux. Prenons maintenant le cas du secteur d'activité de la petite enfance et du médical. C'est un secteur où vous devez être beaucoup plus dynamique, réactif. Donc c'est un milieu où l'entretien pourra être fait avec un vêtement style contemporain, de façon à ce que vous soyez plus à l'aise. Bien sûr, il ne faut pas mettre des baskets. Voilà, vous l'avez compris. Mais en gros, on sera moins regardant sur une tenue dite comparable à la finance. Et puis prenons le cas également du secteur d'activité de l'art, un secteur plutôt créatif où on fait appel à votre originalité, créativité. Donc, une certaine tolérance sera de mise, mais attention à ne pas rentrer dans de l'excentricité. Vous l'avez compris, ça dépend du secteur d'activité où vous êtes. Petite astuce pour vous aider, l'entreprise communique de temps à autre, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur son site web. Regardez comment les employés s'habillent et vous ne devrez pas être trop loin de la vérité. Voilà pour la tenue. Le point suivant est une bonne connaissance de l'entreprise. Nombreux sont les candidats qui ne connaissent pas suffisamment l'entreprise. Il est impensable pour nous qui travaillons dans l'accompagnement et le recrutement qu'un candidat ne puisse pas savoir que fait cette entreprise, qui est son fondateur, quand est-ce qu'elle a été créée. Ce sont des questions de base que vous devez être amené à connaître. Pensez-vous une seule seconde pouvoir postuler pour Apple sans savoir que le fondateur s'appelait Steve Jobs? Donc il est inconcevable que vous puissiez postuler pour une entreprise sans connaître des éléments comme l'organigramme de l'entreprise, son secteur d'activité, ses fondateurs, peut-être sa date de création, les produits qu'elle commercialise dans le secteur privé, son offre de services dans le secteur public,
son marché concurrentiel, etc., etc. Vous devez connaître l'entreprise. Ça va montrer également votre envie et le fait que tout simplement on va se dire mais il est déjà dans la boîte, il est déjà un membre de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà comment fonctionne, pardonnez-moi le langage familier, mais il sait déjà comment fonctionne la maison. Le point suivant, c'est une bonne connaissance de soi et de ses limites. Aujourd'hui, il est important que vous puissiez connaître vos compétences, que vous puissiez connaître la plus-value que vous allez amener à l'entreprise. Vous vous doutez que parmi 2 candidats qu'on recrute, on ne va pas les recruter uniquement pour leur savoir et leur diplôme. On ne va pas les recruter parce que globalement, ils ont les mêmes diplômes. Donc le choix va se faire sur la personne, sur ce qu'elle sait faire, sur la plus-value qu'elle amène. Qu'est-ce qui fait que ce candidat-là n'est pas celui-là? Qu'est-ce qui fait que nous devrions vous recruter? Et cette bonne connaissance de soi va vous aider à pouvoir comprendre à quel point vous êtes unique, authentique dans votre parcours, même si vous avez les mêmes diplômes que quelqu'un d'autre. Une bonne connaissance de soi implique également une bonne connaissance de ses limites. Aujourd'hui, les gens pensent que les recruteurs cherchent le candidat idéal. Et c'est parfaitement faux. Un recruteur recherche avant tout un candidat qui répond à une majorité de critères. Et ensuite, sur certains types de critères, il sera prêt à vous former. On recherche d'abord un candidat par rapport à sa personne, qui il est, avant de le recruter pour ses diplômes. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a des secteurs d'activité où vous avez besoin de diplômes. Je parle de médecins, je parle également d'experts comptables. Oui, il faut des diplômes absolument. Mais dans d'autres secteurs d'activité, dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, même si vous avez le diplôme, le choix du candidat se fera sur ce qu'il est. Laissez-moi vous l'étayer par un exemple. Même si vous êtes dans ce secteur d'activité, et combien même que vous soyez expert comptable ou médecin, si vous n'avez pas la bonne qualité professionnelle, si vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, si vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, ce n'est pas votre diplôme qui fera qu'on va vous recruter. Prenons le cas de 2 médecins. Vous avez un premier médecin qui a des diplômes et un deuxième qui a des diplômes. Mais le premier médecin, il est têtu. Lequel allez-vous recruter? Ou bien l'un des 2 médecins est impatient. Lequel allez-vous recruter? Donc vous comprendrez aisément que pour toutes les candidatures, c'est toujours la même chose. On recrute quelqu'un d'abord par rapport à qui il est. Parce que s'il vous manque une formation ou un diplôme, l'entreprise peut s'en acquitter pour vous former. Par contre, on ne peut pas changer quelqu'un d'impatient. On ne peut pas changer quelqu'un de têtu. C'est ce qu'il est intrinsèquement. Donc, l'importance de vous connaître et de connaître vos limites va vous permettre de mieux candidater et d'expliciter tout ça en entretien d'embauche. Erreur suivante, un parcours singulier. Qu'est-ce que j'entends par singulier? Un parcours qui allie singularité, compétence et authenticité. Vous vous doutez bien, comme je l'ai dit dans les points précédents, que tous les candidats ont globalement les mêmes diplômes. Le but d'un employeur, c'est de pouvoir recruter quelqu'un qu'il sait qu'il pourra y avoir des spécificités qu'il ne trouvera chez personne d'autre. Prenons le cas du smartphone, par exemple. Vous avez tous un téléphone, j'ose croire, en tout cas j'ose espérer qu'une majorité de personnes ont un téléphone, mais chaque téléphone a des fois sa propre particularité. Dans le premier, peut-être qu'il y a un grand espace de stockage. Dans un autre, vous avez peut-être de superbes
possibilité de faire de superbes photos, de superbes vidéos. Dans un autre, vous avez une longévité de la batterie. Pourtant, ce sont tous des téléphones. Le lien avec votre parcours, c'est la même chose. Vous avez des spécificités, vous avez eu des missions, vous avez eu des expériences, vous avez vécu des choses que d'autres candidats n'ont pas vécues. Et c'est à vous de pouvoir faire une recherche d'introspection sur votre parcours de façon à trouver vos particularités. Ce qui nous permet d'arriver au point suivant, une bonne préparation en amont. Il est inconcevable que vous puissiez venir en entretien d'embauche sans avoir suffisamment préparé cet entretien. Et ça commence dès le CV, dès l'offre d'emploi. Vous allez voir sur l'offre d'emploi, l'employeur dit déjà quel type de profil qu'il recherche. Et c'est à vous déjà de pouvoir déceler les attentes cachées du recruteur de façon à coller un maximum dès le CV et aller un petit peu plus dans la lettre de motivation et donner des exemples concrets dans l'entretien d'embauche. Donc une bonne préparation s'impose. Vous ne pouvez pas arriver, pardonnez-moi l'expression, la fleur au fusil, la veille de l'entretien et ne pas savoir des choses importantes comme la connaissance de l'entreprise, la connaissance de leurs produits. Vous connaître vous, quelle particularité il y a entre vous et tel autre candidat. Pourquoi on vous recruterait vous et pas un autre? Toutes ces questions sont primordiales et vous devez pouvoir y répondre au tac au tac. Vous devez pouvoir y répondre avant l'entretien. Donc, entraînez-vous devant un miroir, enregistrez-vous, faites des audios, faites des vidéos. Cela vous donnera plus d'aisance à pouvoir tout simplement expliciter votre parcours et répondre aux questions pourquoi vous et pas un autre. L'erreur suivante, ce sont les mots à éviter. Alors, à partir d'aujourd'hui, bannissez ce mot de votre vocabulaire. Je pense. Vous ne pensez plus. Que ce soit dans l'entretien d'embauche, dans la lettre de motivation, ne dites plus jamais ce mot « penser ». Soit vous êtes sûr, soit vous croyez fortement, ou vous êtes convaincu. Il n'y a pas de « je pense ». Imaginez, demain vous vous mariez, on vous pose la question « est-ce que vous l'aimez ?» et vous répondez « je pense que je l'aime ». Ça ne va pas passer. Donc, c'est la même chose pour l'entretien d'embauche, bien évidemment à toute proportion gardée, mais le but pour vous, c'est de pouvoir bannir certains mots. Il y a également le vocabulaire. Il est important que vous puissiez connaître le vocabulaire de l'entreprise, savoir utiliser leurs propres mots. Il y a certaines industries comme l'automobile ou l'aéronautique où vous êtes amené à connaître certains mots comme la sécurité, comme certains indicateurs. Et c'est clair et net que lorsque l'employeur verra et entendra votre façon de vous exprimer, eh bien, il vous dira de la façon suivante, il est déjà dans la maison. Le dernier point, c'est l'humilité intellectuelle. Vous ne pouvez pas connaître toutes les réponses. Il n'y a rien de plus frustrant pour l'équipe des ressources humaines de tomber sur un candidat qui pense qu'il sait tout, qu'il voit tout, qui a déjà tout vu, tout vécu. Faites très attention. Répondez aux questions qu'on vous pose. Ne menez pas l'entretien. Ne faites pas plus que ce qu'on vous demande. Et ayez l'humilité intellectuelle de dire lorsque vous ne savez pas quelque chose que vous ne savez pas. Maintenant, vous pouvez rebondir en disant « je ne suis pas sûr de cette information, mais par contre, dans cet élément, je sais telle chose ». Voilà, donc faites de façon à être toujours dans une sobriété, dans une neutralité, dans un juste milieu pour vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les 10 erreurs fatales à ne pas commettre en entretien d'embauche. Comme promis, je vous laisse ce cadeau, formation offerte pour t'aider à réussir tes candidatures, te démarquer des autres candidats. Je l'ai créé spécialement. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous en description et de pouvoir y accéder. N'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir.
Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de formation.